bienvenue à ce café historique consacré ce soir à l'histoire de la ville de Bordeaux. C'est un peu fort. Ouais. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir M. Laurent Cosque, historien moderniste, professeur des universités à Bordeaux-Montaigne, auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la question des élites, tant bourgeoises qu'aristocratiques. Alors ce café historique est l'occasion pour nous tous de découvrir ou de redécouvrir le destin de cette cité singulière. L'accent de la conférence sera mis particulièrement sur le XVIIIe et le XIXe siècle à Bordeaux. Donc je laisse la parole à Laurent Cosque et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bien, hop. Bonsoir à tous. En premier lieu, comme il est d'usage, je remercierai les organisateurs de ces cafés historiques qui, depuis les débuts que j'ai connus, connaissent un succès grandissant. Donc c'est une formule vraiment qui plaît beaucoup. Je remercie notamment Stéphane Barry, le Café Le Planat, aussi la librairie Mola, qui a apporté un certain nombre d'ouvrages sur Bordeaux. Et comme vous le disiez à l'instant, donc je vais présenter quelques éléments que vous connaissez bien évidemment. Vous êtes pour beaucoup bordelais, de cœur ou d'adoption, mais en insistant sur un aspect moins connu, le Bordeaux disparu. Car, comme je le disais tout à l'heure pour la petite interview, beaucoup de voyageurs, par le passé, ont célébré la beauté de Bordeaux. Sophie von La Roche au XVIIIe siècle, il y a également l'architecte Jacques Gabriel, il y a Stendhal, beaucoup ont insisté, Arthur Jung, ont insisté sur la beauté de Bordeaux, la beauté du port, puisque autrefois, avant le XIXe siècle, on arrivait souvent par la Garonne, il n'y avait pas de pont, et on admirait bien sûr la vue du port de la Lune. Et la beauté que nous admirons aujourd'hui, qui attire tant de touristes, c'est le Bordeaux du XVIIIe et du XIXe siècle, même si parfois, je dirais, si on est un observateur peu attentif, on croit voir beaucoup de bâtiments du XVIIIe siècle, alors qu'en fait il s'agit d'œuvres du XIXe siècle dans le style du XVIIIe siècle. Ce Bordeaux donc a fait disparaître le Bordeaux ancien. Bien évidemment, ce n'est pas une particularité bordelaise. Dans de nombreuses villes, bien sûr, la fabrique urbaine, comme l'on dit, la construction de la ville, elle aboutit toujours et encore de nos jours à la destruction de bâtiments anciens qui ne servent plus, passés de mode. On construit de nouvelles rues et il y a toujours une nouvelle couche qui vient s'ajouter et qui construit, je dirais, le Bordeaux actuel, le Bordeaux du futur. Certains de ces monuments subsistent, certaines traces de ce Bordeaux subsistent, j'aurai l'occasion de le dire. Alors je vais vous amener dans une petite promenade, voilà, à travers Bordeaux, en essayant de montrer par des gravures, des tableaux anciens, les monuments qui ont disparu et ce qui est aujourd'hui à la place, que nous voyons. Et j'ai commencé donc par ce vif portrait donc, de la ville de Bordeaux. C'est dommage pour certains qui sont peut-être pas très bien placés. Il s'agit donc d'une gravure du milieu du XVIe siècle, puisque nous sommes à la Renaissance. Et la Renaissance voit dans un grand nombre de pays, en France notamment, un grand goût pour les portraits de ville, les plans, la cartographie. Donc les plans de ville, les représentations. Alors, il s'agit ici d'un mixte entre, d'une part, un strict plan, comme un plan d'architecte, un plan d'urbanisme aujourd'hui, avec les rues qui sont tracées, et la vue, c'est-à-dire une image comme une sorte de gravure représentant ce que pourrait voir un voyageur, par exemple, arrivant depuis la Bastide. Donc on est un peu en hauteur, et on aperçoit bien sûr la Garonne, avec les bateaux qui symbolisent l'activité portuaire, et ensuite, ce qui caractérise la ville à la Renaissance, héritage du Moyen-Âge, les remparts. Les remparts, et ensuite,
les grands axes. Ce n'est pas bien sûr le Bordeaux réel, c'est le Bordeaux tel que, eh bien, on le voit, on se le représente, avec toujours bien évidemment la trace de l'ancienne ville romaine, hein, le quadrilatère compris aujourd'hui entre le cours de l'intendance et le cours Alsace-Lorraine, et puis le cours Victor Hugo, hein, ici, et ensuite bien sûr tout le développement jusqu'à Sainte-Croix. Vous voyez que bien évidemment là on n'a pas vraiment la réalité de l'extension le long du fleuve. De même ici nous sommes dans le quartier, si vous arrivez bien à pointer, du Grand Théâtre. Et autour on dirait vraiment que Bordeaux est au milieu d'un désert. Bon, avec quelques monuments éparpillés. Couvent des Carmes, ici vers les Chartrons, couvent ici le Palais Gallien, les rues du Palais Gallien, Saint-Seurin, bon. Et puis quelques petits arbustes ici et là, alors qu'en réalité il y avait déjà des petites maisons dans les faubourgs, il y avait des marais du côté donc des Chartrons et il y avait bien sûr aussi de la vie. Mais c'est à partir donc de ce Bordeaux de la Renaissance que je voudrais entamer cette petite promenade et vous rappeler donc effectivement Bordeaux, comme la plupart des villes de l'époque, est ceinturé de remparts dont il reste quand même encore aujourd'hui un lambeau, un morceau. Je suis toujours très attaché à cette portion donc, qui est près de Sainte-Croix, près du Conservatoire, du Pont-Saint-Jean, qui rappelle les fortifications, enfin l'état des fortifications à l'époque moderne. Ce sont les fortifications derrière laquelle les Bordelais notamment se sont abrités lors de la révolte de la Fronde, lorsque eh bien, les troupes royales ont assiégé la ville qui était un des lieux de rébellion contre le pouvoir royal, contre Louis XIV enfant, Anne d'Autriche et Mazarin. Des remparts qui n'étaient pas très très hauts, mais qui servaient déjà, je dirais, à délimiter l'espace. Puisque ce qui définissait la ville depuis le Moyen-Âge, c'était les remparts. On pouvait avoir 1000 habitants, on avait des remparts, on était vraiment une ville, une petite ville. C'est ce qui caractérisait la ville. Ces remparts, vous les connaissez. Mais il en reste d'autres fragments, un peu moins fréquentés, ici. Voilà. Une vue, donc, alors nous sommes ici, côté intérieur, côté ville. Les défenseurs se mettaient ici et pouvaient donc défendre la ville. Hop. Alors, où sommes-nous? Eh bien, nous ne sommes pas très loin, nous sommes à peu près dans le même quartier, mais nous sommes à côté de la place des Capucins. À côté de la place des Capucins, en fait, il y a, au niveau des bâtiments, cachés, je dirais, dans les bâtiments de l'époque contemporaine, des restes sur une vingtaine de mètres à peu près de ce rempart. On peut y accéder, il y a une cour à traverser, et bon, il faut savoir se montrer persuasif, parce que bien sûr, il y a un gardien, bien sûr, qui défend cette cour, mais on peut monter et admirer donc une vue sur le quartier donc, des Capucins. On a vu depuis ces remparts, depuis le parapet, sur le marché des Capucins. Ces remparts, ils faisaient le tour de la ville. Ils faisaient le tour de la ville, et ici, ils ceinturaient la ville donc vers l'ouest, vers la partie, vers le bassin d'Arcachon, hein, vers la mer. Vous reconnaissez la cathédrale Saint-André, qui effectivement tombait au niveau des remparts, ce qui nous explique bien sûr le fait que nous n'avons pas une très belle façade à notre cathédrale, puisqu'elle donnait sur la partie donc, des remparts. Et on correspond ici, vous apercevez Sainte-Eulalie, donc on est à peu près donc, vers le cours d'Albret, hein, dans le quartier du cours d'Albret, et le quartier bien sûr de la mairie, puisque ici, aujourd'hui, sur ce terrain, nous avons eh bien, l'hôtel de ville. Hein. Nous avions une vue qui donnait donc à peu près sur ce niveau, hein, rue des Remparts, etc. Eh bien, nous avons l'hôtel de ville qui correspond à la partie qui était à la campagne. Les gens de l'époque de Louis XIII, eh bien, ils traversaient les portes et ils allaient se retrouver dans les prés, les champs, les vignes, les marais aussi, puisqu'on est pas loin de la Chartreuse. Voilà. Forteresse également, parce que qui dit muraille dit aussi grosse fortification et château. Château fort aménagé, transformé, 3
Vous le savez, le fort Louis au sud de la ville, le fort du Ha, dont il reste encore quelques éléments près de l'école de la magistrature, et puis bien sûr le château Trompette, ici, c'est le célèbre bien sûr, la maquette des plans reliefs, réalisée à l'époque de Louis XIV, la ceinture de fer de Vauban, ancien château médiéval, transformé, agrandi, déjà un petit peu par Mazarin, et puis ensuite par Vauban, pour lui donner une extension considérable et défendre la ville contre une menace anglaise, arrivée de vaisseaux par l'estuaire de la Gironde, mais aussi pour défendre le pouvoir royal face aux Bordelais, qui avaient la réputation d'être un peu rebelles. Ils avaient montré à plusieurs reprises qu'ils pouvaient se révolter. Ce château, il a coûté très cher, et ce sont les Bordelais qui l'ont payé. Parce qu'ils s'étaient révoltés, vous le savez, en 1675, contre une augmentation des impôts. La ville a été matée, et une des sanctions, ça a été tout simplement de dire, eh bien, la construction, l'extension du château, elle sera financée par les Bordelais eux-mêmes, qui devront payer un impôt spécial qu'ils ont payé pendant des décennies encore au XVIIIe siècle, pour avoir donc cette belle forteresse qui, aujourd'hui, bien sûr, est complètement disparue. Mais elle nous a permis, par son immensité, de disposer aujourd'hui d'une des plus belles places d'Europe, la place des Quinconces, sous d'ailleurs le sol de laquelle, n'est-ce pas, existe encore des fondations qui ont été retrouvées lors des derniers travaux d'aménagement de la place, de la construction du tramway. Donc une très très belle forteresse, une très belle place, mais cette place compte que d'années pour la construire et l'aménager comme nous la connaissons. Comme c'était un immense terrain, on a décidé à la fin du XVIIIe siècle de le démolir et de construire une nouvelle place. C'était à la mode et on a donc imaginé quantité de projets. En voilà un qui reste un peu dans l'esprit du temps. Bordeaux est un port, eh bien il faut étendre le port. C'est un peu comme les bassins à flot. Et donc, voilà, on n'est pas encore au bassin à flot, mais on a déjà un peu l'idée qui germe. Donc eh bien, on va entourer d'eau le château Trompette et une partie des glacis, on va les aménager en construction urbaine, qui ressemble d'ailleurs assez fortement à ce qui existe aujourd'hui. Ce projet, un parmi tant d'autres, a été remplacé par un autre, plus connu, le célèbre projet de place Ludovise, en l'honneur donc de Louis XVI. Et comme la France venait d'aider les 13 colonies américaines à se révolter et à obtenir donc leur indépendance, eh bien l'idée était de faire converger 13 rues vers une place semi-circulaire. Nous sommes au milieu des années 1780, il y a de grands projets immobiliers, parce que bien évidemment il faut vendre les terrains, construire des immeubles, donc il y a des promoteurs, mais bon, nous sommes vers 1785, 4 ans plus tard, la Révolution arrive, on a d'autres préoccupations que l'aménagement urbain, mais puisqu'on ne peut rien faire, c'est l'occasion pour les architectes de proposer, de répondre à des projets, de faire donc des propositions, et on en a comme ça des dizaines et des dizaines. Il y en aura sous l'Empire. Napoléon Ier en 1808 aura lui aussi ses idées pour aménager donc la place du château Trompette, mais là aussi, je dirais, en ayant des projets un petit peu grandioses par rapport à l'état des finances réelles de l'époque, puisque bien sûr l'argent partait avant tout aux opérations militaires. Donc, il faudra attendre le début du 19e siècle pour voir cette place être petit à petit édifiée. Au sud de la ville, je vous le disais, le Fort Louis. Alors le Fort Louis qui existe là, qui est encore là présent au début du 19e siècle et qui aujourd'hui, correspond, c'est une photo déjà un petit peu ancienne, mais à la place André Meunier. Quand il a été détruit au début du 19e siècle, il était à peu près ici, on a construit des abattoirs. On a construit des abattoirs sous la Restauration, et puis ces abattoirs, bien sûr, vous le savez, ont migré ensuite, d'où la place de André Meunier qui a été mise sur l'emplacement de l'ancien Fort Louis. J'en profite pour vous montrer ici, on aperçoit ici bien sûr Sainte-Croix, et ici les restes
de l'ancien noviciat des Jésuites, dont le jardin donnait sur le fort Louis, qui défendait la ville vers le sud. Des fortifications. Une ville, donc c'est des fortifications. C'est aussi, ce sont des rues. Et des rues, comme dans beaucoup de villes, du Moyen-Âge. Vous vous promenez encore dans les rues du Vieux-Bordeaux, rues tortueuses, bien évidemment, étroites. C'est parce que notre tracé urbain, il est issu du Moyen-Âge. Et si nous avons gardé le tracé urbain dans le Vieux-Bordeaux, la rue de la Devèze, du Cancérat, etc., le tracé du Moyen-Âge, nous avons perdu les maisons du Moyen-Âge. Car si nous avions gardé le Bordeaux médiéval, même de la Renaissance, jusqu'au XIXe siècle, si nous l'avions gardé aujourd'hui, nous pourrions nous croire à Rouen. Car il y avait un nombre considérable de maisons à colombage. Voilà, vous avez quelques gravures, de très très belles gravures qui ont été réalisées au milieu du XIXe siècle. Dans les années 1840, de nombreuses maisons étaient encore à pans de bois. Et c'était des maisons anciennes puisque depuis 1607, la municipalité de Bordeaux avait interdit de construire de nouvelles maisons en bois, il fallait utiliser la pierre. Bon. Ce qui veut dire donc que les maisons étaient antérieures, plus ou moins, parce que les règlements n'étaient pas toujours suivis tout de suite. Mais bon, des maisons de bois qui sont dans le quartier, là on est dans le quartier de la Rousselle, vous voyez, au bas du cours Victor Hugo. Il y avait énormément donc de maisons à pans de bois. En voici encore une autre, et vous apercevez la porte de Bourgogne. Donc nous sommes cours Victor Hugo, à peu près au niveau... Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que dans quelques rues perpendiculaires au cours Victor Hugo, il reste encore quelques maisons, il suffit de lever les yeux, pour apercevoir encore quelques maisons à colombage, mais vraiment là on les compte sur les doigts d'une main. Alors qu'à l'époque, nous avions des quartiers entiers qui ont été démolis, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, au milieu du XIXe siècle, mais là je dirais sans état d'âme, parce qu'il s'agissait de vieilles maisons qui étaient parfois plus très bien entretenues, et il s'agissait donc de faire du neuf, des appartements de rapport qui étaient plus modernes. Mais il faut imaginer un Bordeaux ressemblant à Rouen. Nous pourrions avoir une ville à maisons de colombage. Des vieux bâtiments. Alors donc j'ai vu les rues, les remparts, les rues, quelques bâtiments publics. Les bâtiments publics sont souvent un peu des points forts de l'urbanisme ancien, de l'urbanisme nouveau. Les autorités, quelles qu'elles soient, politiques, économiques, religieuses, veulent moderniser quand elles en ont les moyens, quand elles ont les projets sous la main, les ingénieurs, les architectes. Et voilà ici un monument important de Bordeaux depuis le Moyen-Âge qui a subsisté jusqu'au début du XIXe siècle. Ce bâtiment, il fait penser, il y a une chapelle, donc il y a une chapelle, oui, il y a toujours une chapelle d'ailleurs parce que ce bâtiment il a disparu et il a été reconstruit ailleurs, de manière bien sûr tout à fait différente. Ce bâtiment que vous apercevez, c'est un morceau, une portion de l'hôpital Saint-André. L'hôpital Saint-André qui était situé à l'angle de la place de la mairie, de l'hôtel de ville et de la rue Vital-Carle.